Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable assistance, on a le plaisir d'assister aujourd'hui à logiquement à une soutenance de thèse, troisième cycle LND. La postulante est Harbi Ikram, dont l'intitulé est la conception urbaine optimisée par les systèmes énergétiques hybrides, cas des logements résidentiels à Guelma, habitat résidentiel à Guelma. Sous la direction de Dr Salah Salahana et la co-directrice Rablez Halima, assistée par les experts. À ma gauche, c'est professeur Alqama Jamel, professeur 8 mai 45, université de Guelma. Aussi, on a comme en ligne une autre experte, c'est Ariane Houria, professeur Ariane Houria, Université Torah Constantine. On a aussi, je dirais, la troisième experte, c'est Jouet Fatima Zahra, docteur Jouet Fatima Zahra, Université 8 mai 45, Guelma. La doctorante, on va lui allouer à peu près 35 à 40 minutes d'intervention, de nous expliquer sa thèse, et après on passera aux questions et au débat. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Allez-y. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, honorable assistance, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter devant vous ma thèse en vue de l'obtention du diplôme de doctorat en troisième cycle, en spécialité architecture durable et projets urbains, avec la thématique intitulée La conception urbaine optimisée par les systèmes énergétiques hybrides. Je tiens avant tout à remercier cher Dr Salah Salahana d'avoir accepté de diriger ce modeste travail, de m'avoir encouragé sur la bonne voie, de me donner des précieux conseils, à trouver les mots justes, de m'avoir la force à poursuivre et d'achever ce travail. Je tiens à remercier aussi Dr Rablez Halima, co-encadreur de cette thèse, pour les conseils et le soutien qu'elle nous a apportés. Je remercie aussi le membre du jury d'avoir consacré leur temps à lire de cette étude et d'être présent aujourd'hui. Afin d'effectuer cette exposition, j'ai suivi le plan de travail suivant. Premièrement, j'ai commencé par une introduction générale qui figure le contexte de l'étude, la justification du sujet, la problématique abordée, les hypothèses et la structure de la thèse. Deuxièmement, on a porté la lumière sur la méthodologie de ce travail, tout en commençant par la présentation de notre corpus d'analyse, ensuite les données de la consommation énergétique et à la fin, on va présenter une partie sur la production solaire hybride via les panneaux à bras solaires. Troisièmement, c'est la présentation des résultats. On va cibler les résultats de la simulation et de la calibration. Quatrièmement, c'est la description des résultats. On va porter la lumière sur les productions solaires photovoltaïques et thermiques, ainsi sur l'étude de corrélation entre les facteurs typomorphologiques et leur impact sur la production hybride. Finalement, j'ai terminé cette exposition par une conclusion générale qui résume les points saillants de cette recherche. On commence par l'introduction. L'énergie est au cœur de tout développement. Elle représente cependant un domaine le plus souvent négligé, peu étudié et mal connu des décennaires. Les chocs pétrolières intervenus dans les années 1973 et 1979 vont marquer une étape importante vers une prise de conscience internationale du poids de la facture énergétique sur les économies des pays du monde. L'utilisation des énergies renouvelables à grande échelle dans les environnements urbains est un choix énergétique durable pour l'avenir qui revêt une grande importance, car elle répond à la demande énergétique urbaine croissante et réduit les émissions. L'Algérie a adopté une dynamique énergétique verte en lançant d'ambitieux programmes de soutien aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Parmi ces programmes figure le programme de soutien dénommé Taqanadela, signifiant littéralement énergie propre, et qui s'inscrit dans le cadre des partenariats stratégiques
fouiller manuellement. C'est bien. Des partages. D'accord. Il y a un partage d'écran rentine, il y a un partage de Moi, de présentation. Excusez-nous, madame, on va avec le problème. Les aléas. On s'excuse pour les aléas. De temps en temps, on peut trouver des difficultés, surtout lorsqu'on est en live direct. C'est très difficile d'assurer la liaison ou bien la relation entre différents membres du jury. Parce qu'on a une experte qui est professeure de l'Université de Constantine, c'est Ariane Houria. Donc on aimerait bien qu'elle assiste à l'exposé. Parce qu'elle est membre expert. Allez-y, vous pouvez. L'Algérie a adopté une dynamique énergétique verte en lançant d'ambitieux programmes de soutien aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Parmi ces programmes figure le programme de soutien dénommé Taqana Defa, signifiant littéralement énergie propre, et s'inscrit dans le cadre des partenariats stratégiques énergétiques de l'Union européenne avec l'Algérie. Taqana Defa a été pris en charge par les autorités gouvernementales en février 2011, soumis à une révision en mai 2015 et élevé au statut de priorité nationale en février 2016. La stratégie du gouvernement algérien repose sur l'exploitation des ressources renouvelables telles que l'énergie solaire, dans le but de diversifier les sources d'énergie et de préparer l'Algérie de demain. En associant les initiatives et les compétences, l'Algérie se lance dans une nouvelle ère de transition énergétique durable. Penser l'intégration des énergies renouvelables en milieu urbain est une question complexe. Plusieurs aspects se décollent, tels que le croisement des échelles d'analyse, la diversité et la complexité des formes urbaines qui posent des difficultés qui se diffèrent d'une forme urbaine à l'autre, leur impact environnemental et leur coût. Dans ce contexte, notre recherche interroge le potentiel des formes urbaines à produire de l'énergie dans le cadre précis de l'habitat collectif en Algérie au niveau des quartiers résidentiels de la ville de Galma. Après ce blindage de ces cibles, la question qui peut être extraite pour une investigation plus approfondie dans l'intérêt du sujet, c'est comment peut-on intégrer les systèmes énergétiques hybrides multisources dans la conception urbaine pour promouvoir la durabilité énergétique en milieu urbain à Galma. À la base des éléments annoncés dans la problématique précédemment, dans notre recherche propose les deux hypothèses suivantes. La première hypothèse, il existe une corrélation significative entre la forme urbaine et le potentiel d'intégration des systèmes énergétiques hybrides dans les quartiers résidentiels existants. L'identification et l'application des indicateurs topomorphologiques pertinents permettent de maximiser la capacité de production d'énergie renouvelable et d'améliorer l'efficacité énergétique dans les environnements urbains. La deuxième hypothèse, l'examen de plusieurs configurations urbaines issues de différentes périodes historiques dans le tissu urbain existant de Galma permettrait d'identifier les paramètres typomorphologiques optimaux, susceptibles de maximiser simultanément les rendements de la production d'énergie photovoltaïque et thermique, tout en évitant une distinction marquée entre les deux technologies. On passera à la structure de la thèse. Afin d'explorer la problématique de notre recherche et de répondre aux objectifs proposés, notre thèse est structurée en 6 chapitres. Tout en commençant par une introduction générale qui contient le contexte général de l'étude, le résumé, la problématique, l'hypothèse, l'objectif et l'approche méthodologique. Par la suite, on va aborder 2 parties, théoriques et pratiques, dans lesquelles chaque partie contient 3 chapitres et on se terminera par une conclusion générale. Donc le premier chapitre intitulé « Transition énergétique urbaine et positionnement théorique », ce chapitre traite de l'importance primordiale de la transition énergétique dans l'ensemble des activités humaines et de son impact sur l'amélioration du confort. De nombreux pays ont adopté des politiques visant à améliorer la gestion et l'efficacité énergétique, ce qui s'avère crucial pour réduire la consommation d'énergie et résoudre les problèmes environnementaux. Parmi les résultats obtenus, est qu'il est crucial de contrôler les niveaux de consommation et d'optimiser l'utilisation de l'énergie dans le contexte urbain, tout en opérant une transition graduelle vers des sources d'énergie renouvelables. En Algérie, la transition énergétique est actuellement un sujet émergent qui attend la mise en place des cadres réglementaires indispensables pour la réalisation effective de nombreux projets et programmes en cours. Le deuxième chapitre est intitulé « Design urbain, éléments de conceptualisation ». Ce chapitre est concentré sur l'analyse de l'influence de la forme urbaine sur les potentiels énergétiques.
En particulier, dans le secteur résidentiel, plusieurs facteurs typomorphologiques ont été identifiés comme des critères déterminants influençant ces potentiels. Cette section a souligné l'impact significatif de la morphologie urbaine sur l'intégration des technologies d'énergie renouvelable, qu'il s'agisse du système individuel ou hybride. Parmi les résultats obtenus est qu'il sera nécessaire d'intervenir sur les caractéristiques morphologiques au niveau urbain afin de contrôler la performance énergétique et la diminution de la consommation d'énergie nécessaire pour le refroidissement des bâtiments. Le troisième chapitre, intitulé « État de l'art sur l'optimisation morpho-énergétique en milieu urbain ». Ce chapitre a commencé par établir un état de l'art des recherches les plus influentes sur le rapport entre l'énergie et les facteurs typomorphologiques. La sélection a été basée sur le nombre de citations des travaux, en utilisant le logiciel d'intelligence artificielle Connected Papers. Ce chapitre a abordé ensuite les différentes méthodes de quantification énergétique en mettant en lumière les outils utilisés dans la littérature scientifique. Parmi les résultats obtenus est que les caractéristiques géométriques essentielles de la forme urbaine qui impactent le potentiel solaire sont la couverture du site, la densité, la compacité, le rapport d'aspect et le coefficient d'occupation du sol. Dans le cadre de notre étude, nous allons appliquer la méthode de quantification énergétique sur une géométrie tridimensionnelle. Cette méthode présente des opportunités précieuses pour étudier une multitude de critères de performance solaire. On passera à la partie pratique. Le quatrième chapitre intitulé également « Contexte urbain et climatique ». Ce chapitre est dédié à la présentation des éléments de contextualisation essentiels concernant la ville de Guelma afin d'aborder notre étude de cas. Il propose en second lieu une analyse climatologique de la ville de Guelma en utilisant le logiciel Climate Consultant. En conclusion, ce chapitre a traité de l'évolution urbaine de la ville de Guelma, marquée par l'émergence de diverses formes d'urbanisation. Parmi les résultats obtenus est qu'il est impératif pour la municipalité de promouvoir l'adoption des énergies renouvelables dans la ville de Guelma, notamment l'énergie solaire, pour encourager le développement d'un marché de technologies solaires. Le cinquième chapitre intitulé « Matériel et méthodes ». La catégorisation des diverses typologies de logements urbains à Guelma nous a permis d'établir notre corpus d'analyse, lequel est présenté en tant que première section du cinquième chapitre. Ce chapitre expose la méthode employée dans cette étude, à savoir la méthode de quantification énergétique sur une géométrie tridimensionnelle. Il analyse également l'efficacité énergétique des configurations urbaines en comparant les rendements de deux types de panneaux solaires dans le but de légitimer la sélection de la technologie solaire examinée. Parmi les résultats obtenus est qu'il est nécessaire de déterminer l'énergie solaire incidente dans notre corpus d'analyse pour un meilleur remplacement des panneaux solaires. Les modèles sélectionnés ont été soumis à un processus de calibration, ce qui nous a aidé à obtenir des résultats plus précis et de rapprocher les résultats de la simulation au réel. Le dernier chapitre intitulé « Résultats et descriptions ». Ce chapitre s'est pensé sur les résultats de la calibration, l'évaluation de la production d'énergie solaire, ainsi que l'importance de cette étude pour l'amélioration de l'efficacité énergétique dans notre cas spécifique. En dernier lieu, il a examiné l'influence des indicateurs de la forme urbaine sur la production d'énergie solaire hybride, ce qui nous a permis de confirmer notre première hypothèse de recherche, affirmant la corrélation significative entre la forme urbaine et le potentiel d'intégration des systèmes énergétiques hybrides. Les résultats de ce chapitre indiquent que les toits des bâtiments étudiés présentent un potentiel solaire important, ce qui ouvre la voie à l'implantation des panneaux hybrides. Ces résultats démontrent que même une superficie réduite dédiée à l'installation des panneaux hybrides peut satisfaire une part significative des exigences énergétiques. Les résultats de l'étude de corrélation soulignent l'influence majeure de la forme urbaine sur la capacité de production d'énergie solaire hybride. On passera à la deuxième partie, tout en commençant par les cadrages théoriques et méthodologiques. Afin d'identifier les paramètres typomorphologiques qui conviennent le mieux à notre recherche, on a effectué un état de l'art dans la littérature scientifique sur les études qui portent sur la corrélation entre l'énergie solaire et les indicateurs de la forme urbaine. Ainsi, l'analyse des études précédentes réalisées à l'aide de la plateforme intelligence artificielle nous a permis d'identifier les recherches pertinentes associées aux mots-clés suivants: Urban Form, Hybrid Solar Panel, Photovoltaic Energy, Solar Thermal Energy, and Urban Building Energy Modeling. À l'aide de l'outil d'intelligence artificielle décrit précédemment, on a présenté des différentes méthodes qui permettent d'évaluer le potentiel solaire de la forme urbaine ainsi les outils associés. Les méthodes actuellement disponibles peuvent être regroupées en 4 catégories. Premièrement, des méthodes fondées sur l'utilisation des cartes d'irradiation telles que les SIG, les données géographiques des bâtiments et les images aériennes et Google Street View.
Deuxièmement, des méthodes basées sur l'analyse de la géométrie solaire et les cartes d'ombre. Troisièmement, des méthodes de quantification énergétique sur une géométrie tridimensionnelle. Et enfin, les techniques de traitement des marges. On passera à la typologie résidentielle collective à Guelma. À Guelma, l'urbanisme collectif a commencé à façonner l'aménagement urbain de la ville dès l'époque coloniale française, en adoptant des formes architecturales qui témoignent des réalités politico-économiques de cette période. Le premier modèle, c'est l'immeuble de rapport en habitat collectif en îlot. Il s'agit d'immeubles classiques édifiés à partir de 1850 et implantés selon un alignement urbain rigoureux. En raison de leur nombre et de leur densité, ces édifices ont un rôle significatif dans le tissu urbain et l'aspect architectural de la ville. Leur agencement peut également être très influent sur leur performance énergétique. Le deuxième modèle, c'est les grands ensembles après la Seconde Guerre mondiale. Issus du plan de Constantine et conçus principalement pour la population locale, ils apparaissent à partir des années 1950 dans le cadre des HLM. Leur architecture se caractérise par des structures répétitives et des solutions techniques simplifiées. Après l'indépendance, l'idéologie moderniste prend de plus en plus d'ampleur dans le domaine de l'urbanisme. Des solutions à l'insuffisance des logements sont explorées en s'inspirant des pratiques d'urbanisme françaises, notamment en reproduisant le concept de plan sans rue, caractéristique de l'urbanisme moderne. Sur le plan typologique, cela se traduit par les grands ensembles usés du programme planifié ZUNA, réalisé également à partir des années 1970. Il se caractérise par l'implantation des bars répétitifs groupés en quantité sur de grandes parcelles en moyen périphérique. Le nombre de niveaux des bâtiments varie entre 4 et 5 étages, à l'image des quartiers Gardor Tahar, Siti Agabi, Siti Frasadan, etc. À Guelma, comme ailleurs en Algérie, les nouvelles tendances de l'urbanisation et les méthodes concrètes de leur mise en œuvre vont métamorphoser le paysage urbain de la ville, notamment par l'introduction de nouvelles formes de logement collectif qui, sur un plan morphologique, tendent à rompre avec le plan sans rue des époques précédentes, avec une configuration tendant à retrouver de plus en plus de densité en reproduisant des configurations proches de l'îlot. Le premier modèle, c'est les ensembles issus de l'intervention publique ou privée à cadre social. Émergé dans les années 1990, il se distingue par une variété esthétique limitée malgré quelques ajouts architecturaux. Ce genre d'habitat, qui représente une part importante des programmes de logement jusqu'à présent, se caractérise par des configurations similaires à celles des lots, avec une tendance croissante vers la compacité et la densité telles que Siti Khenda, Siti Amir Abdelkader, etc. Le deuxième modèle, c'est les grands programmes planifiés. Apparu après les années 2000, ces ensembles se situaient en périphérie sur des terrains dédiés principalement à des immeubles plus hauts entre R+6 et R+9. L'identification des divers types d'habitats urbains collectifs également a abouti à la constitution d'un corpus d'analyse pertinent. Des critères spécifiques seront utilisés pour identifier les archétypes pertinents en prenant en considération à la fois la fréquence des typologies dans le tissu urbain et les variations morphologiques significatives entre elles. D'autres critères ont également été pris en compte, tels que la superficie des quartiers, leur configuration, la densité urbaine, ainsi que la forme et la hauteur des bâtiments. Dans cette optique, 3 formes urbaines ont été identifiées et méritent une attention particulière. Les 3 spécimens sélectionnés sont les suivants. Le premier cas d'étude, c'est l'immeuble de rapport de type colonial. Érigé en 1850, constitue un archétype des formes urbaines qui façonnent le cœur des centres-villes de Guelma. Il se compose d'îlots monoblocs en R+1. L'îlot en question comprend 25 logements avec des bâtiments mitoyens et alignés les uns aux autres. Le deuxième cas d'étude, c'est les grands ensembles issus du programme planifié ZUNA, l'exemple de Siti Ghador Tahar. Ces blocs érigés en 1980 se composent de 5 niveaux distincts, chacun abritant 3 logements. L'archétype B comprend 45 logements. Le dernier cas d'étude, c'est les grands programmes planifiés, l'exemple de Pôle Sud. Ces blocs construits en 2010 est composé de 7 niveaux bien distincts contenant 2 logements en chaque étage. L'archétype C comprend 72 logements. L'écran, elle bloque, pardon.
Donc, le cadrage méthodologique consolidé par la contextualisation climatique urbaine de notre terrain d'intervention nous en permet de définir le processus méthodologique le plus approprié à cette recherche. L'approche retenue pour le présent papier est donc la méthode de quantification énergétique sur une géométrie tridimensionnelle. Dans cette perspective, l'approche méthodologique débutera par le choix de 3 types d'estains de formes urbaines résidentielles collectifs situés dans la ville de Galma. Par la suite, les 3 modèles urbains sont élaborés en utilisant l'outil de simulation énergétique des bâtiments CTSIM-Pro. Le processus débute par la modélisation des formes géométriques urbaines en 3D à l'aide d'AutoCAD et SketchUp. Ensuite, le modèle 3D ainsi créé est transformé dans CTSIM-Pro. Dans cette étape, il est impératif d'intégrer toutes les données relatives au bâtiment et au climat du site en utilisant Météonorme 7.2. En outre, nous allons calculer l'énergie solaire globale incidente reçue par l'enveloppe du bâtiment sur CTSIM-Pro, dont nous effectuons l'étalonnage du modèle choisi. Enfin, nous allons incorporer et modéliser les technologies solaires appliquées sur les toitures des bâtiments, examiner, puis calculer la production d'énergie de ces technologies solaires par rapport à la surface globale des enveloppes des bâtiments étudiés. En ce qui concerne les données de consommation énergétique, les données relatives à la consommation d'énergie ont été obtenues auprès de la Société algérienne de l'électricité et du gaz, agence commerciale de Galma. Le tableau suivant représente l'intensité de la consommation énergétique qui est obtenue par le rapport consommation énergétique des cas d'étude en kWh sur la surface des bâtiments en mètres carrés. Le tableau représente aussi la demande énergétique qui est obtenue par le rapport demande du chauffage ou climatisation des cas d'étude en kWh sur le volume de bâtiments en mètres cubes. On passera à la saison de chauffage et de climatisation. L'introduction de la méthode du degré-jour remonte à la fin des années 1920. Elle vise à évaluer les exigences mensuelles et annuelles en termes de chauffage et de refroidissement des bâtiments. Les facteurs HDD et CDD sont définis comme des facteurs qui indiquent les besoins de chauffage et de climatisation respectivement. La saison de chauffage est définie par la période pendant laquelle les HDD sont supérieurs aux CDD, tandis que la saison de refroidissement est l'inverse. Pour la ville de Galma, la saison de chauffage s'étend du 10 octobre au 10 mai avec 212 jours. La saison de refroidissement correspond au reste de l'année, comme le montre le graphe. Et on se terminera cette partie par la production solaire hybride. Pour effectuer le choix des panneaux hybrides, plusieurs critères doivent être pris en considération, notamment les coûts et le retour sur investissement, la durabilité, etc. Toutefois, dans le cadre de notre recherche, qui est axée sur l'évaluation du rendement énergétique des différentes configurations urbaines, nous avons accordé une attention particulière aux critères de rendement énergétique qui sera pris comme le principal critère de sélection. Donc, notre choix se porte sur le panneau Abora Solaire. Cette société conçoit, développe et fabrique le panneau solaire le plus rentable du monde, avec un rendement de 89%, réalisant ainsi un record mondial certifié. On passera à la troisième partie, tout en commençant par les résultats de la simulation. Le choix de l'emplacement des panneaux hybrides photovoltaïques thermiques sera basé sur l'irradiation solaire annuelle comme indiqué par le logiciel CTSIM-Pro. Le nombre des panneaux hybrides installés sur le toit est déterminé à partir du ratio entre la consommation annuelle de chaque spécimen et la production annuelle des panneaux hybrides. Cela a donné un résultat de 55 panneaux pour le spécimen A, 84 pour le spécimen B et 64 pour le spécimen C. Cependant, les panneaux hybrides peuvent projeter des ombres sur le bâtiment, réduisant ses gains solaires. Comme CTSIM ne peut pas modéliser cet effet, il est nécessaire d'utiliser 3 configurations différentes pour évaluer l'impact des systèmes hybrides sur les toitures. Le premier modèle, c'est le modèle de référence qui simule la forme urbaine de base sans panneau hybride pour obtenir des estimations de chauffage et de climatisation. Le deuxième modèle, c'est le modèle avec couche d'ombre qui simule des panneaux hybrides qui ne produisent ni électricité ni chaleur, mais génèrent des ombres sur le toit. Et évalue l'effet de ces ombres sur le chauffage et la climatisation par rapport au modèle de référence. Le dernier modèle, c'est le modèle avec couche photovoltaïque thermique qui permet de simuler des panneaux hybrides qui génèrent à la fois de l'électricité et de la chaleur. Il analyse l'influence de cette production d'énergie sur les 3 spécimens sélectionnés. On passera au résultat de la calibration. L'étalonnage présenté pour le tableau ci-dessus montre que pour le chauffage à partir de 18 degrés Celsius, les températures diminuent dans les spécimens A et C mais augmentent dans le spécimen B.
Pour la climatisation, à partir de 25 degrés Celsius, les températures augmentent dans tous les spécimens, avec des variations entre eux. Ces résultats indiquent des ajustements distincts selon les spécimens pour le chauffage et la climatisation. La comparaison entre la consommation réelle et estimée pour chaque spécimen nous permet d'identifier les tendances générales que l'on peut affirmer que les incertitudes entre les valeurs réelles et les valeurs simulées sont très minimes, avec 0,35% d'incertitude comme pourcentage maximal en climatisation et 0,31% d'incertitude pour le chauffage. C'est ainsi que l'on peut conclure que le spécimen d'analyse ne présente pas des erreurs systématiques dans la modélisation et que l'écart minime trouvé peut être lié à certaines conditions météorologiques spécifiques ou même à l'utilisation de données climatiques moyennes de Météonorme 7.2 et ne peuvent pas influer la pertinence des résultats. On passera à la quatrième partie. On commence par la protection solaire photovoltaïque thermique. Les bâtiments des diverses formes urbaines de 3 cas d'études sélectionnés démontrent une variation significative en termes de production d'énergie photovoltaïque et solaire thermique. L'éventuel de la production énergétique suit plusieurs paramètres. Parmi ces derniers, c'est la configuration urbaine, c'est-à-dire les facteurs topomorphologiques de chaque spécimen d'étude. La forme urbaine C affiche le plus haut niveau de production photovoltaïque, atteignant 992,25 kWh par mètre carré par an, suivie par la forme urbaine B avec 749,23, tandis que la forme urbaine A présente le niveau le plus bas de production électrique, soit 621,86. En revanche, en ce qui concerne la production solaire thermique, la forme urbaine C affiche la valeur la plus basse avec 193,20, suivie de la forme urbaine B avec 276,34, tandis que la forme urbaine A présente la valeur la plus élevée de production solaire thermique, soit 302,89. Ces résultats peuvent s'expliquer par que la forme urbaine A se caractérise par des bâtiments de faible hauteur et une grande densité et des rues étroites, présentent des inconvénients majeurs en termes de protection photovoltaïque, mais offrent des avantages significatifs pour la protection thermique. En revanche, dans le cas de la forme urbaine C, qui se distingue par des édifices plus élevés que ceux de la forme A, une densité moyenne et des voies larges. La forme urbaine B est avec la forme urbaine la plus faible en densité, avec ses bâtiments moins hauts que la forme urbaine C et la rue de petite taille se caractérise par une production photovoltaïque plus élevée que celle solaire thermique, mais à faible quantité par rapport à celui de la forme urbaine C. Les résultats obtenus, tels qu'indiqués dans le tableau suivant, démontrent que la production moyenne annuelle d'électricité solaire photovoltaïque peut satisfaire entièrement la demande en électricité des spécimens A et B ainsi que celle des spécimens C, répondre à environ 43 à 51% des besoins de chauffage en hiver. La production thermique peut assurer la totalité des besoins en eau chaude sanitaire pendant la saison estivale et en moyenne 50 à 70% des besoins annuels. Elle a la capacité de satisfaire la moitié des besoins de chauffage. Cependant, il convient de souligner que la consommation d'électricité des 3 cas d'études analysés est significativement élevée, ce qui implique que la production d'énergie pendant la journée devra être étroitement synchronisée avec les besoins en électricité. Toutefois, l'emploi de dispositifs de stockage tels que des batteries permet de dissocier la production de l'utilisation. Afin de compenser le décalage potentiel entre la surproduction estivale d'énergie solaire et la pénurie hivernale, il est essentiel d'exploiter l'excédent d'énergie généré durant les mois estivaux en le stockant dans des batteries. On passera à l'étude de corrélation forme urbaine énergie. Pour mettre en évidence l'influence des caractéristiques de la forme urbaine sur la production d'énergie photovoltaïque et solaire thermique, une analyse de corrélation a été réalisée. Cette analyse a été illustrée à l'aide de diagrammes combinés représentant la production d'énergie photovoltaïque et solaire thermique sous forme de barre et l'indicateur de la forme urbaine sous forme de courbe. L'analyse de corrélation entre la densité urbaine et la couverture de site avec la production photovoltaïque solaire thermique L'analyse de corrélation entre la densité urbaine et la couverture de site avec la production photovoltaïque solaire thermique révèle une tendance inverse par rapport à la corrélation avec la compacité. Toutefois, les variations de ces 3 facteurs semblent avoir des effets fluctuants sur la production photovoltaïque solaire thermique.
Il est clair que la combinaison d'une densité élevée, 7,85, et d'une couverture de site 0,8 avec une capacité réduite 0,13, comme le montre le spécimen A, est la plus favorable à la production de solaire thermique, mais la plus défavorable à la production d'électricité photovoltaïque. Les graphiques utilisés pour cette étude suggèrent que ces facteurs typomorphologiques ont des influences qui ne sont pas toujours évidentes et qui peuvent s'entremêler, rendant l'analyse des systèmes énergétiques hybrides plus complexe. Lorsqu'on examine la corrélation entre le rapport hauteur des bâtiments sur largeur de la voie et le coefficient d'occupation du sol, on observe que la production de photovoltaïque et de solaire thermique varie de manière similaire. Cette constatation démontre qu'un rapport hauteur sur largeur élevé 1,75 et un coefficient d'occupation du sol élevé 5,4 sur la sortie d'un panneau solaire hybride peut entraîner une production d'électricité photovoltaïque la plus élevée et une production solaire thermique la plus faible, comme le montre le spécimen C. Si ces indicateurs indiquent des bâtiments plus hauts par rapport à la largeur de la rue, cela explique parfaitement l'impact positif sur la production électrique dû à l'exposition accrue des toits à l'ensoleillement, ce qui facilite l'installation de panneaux solaires et réduit le risque d'obstruction ou d'ombrage. Cependant, il existe une relation inverse avec la production de solaire thermique. Ce résultat s'explique par le fait que les collecteurs solaires thermiques des panneaux hybrides sur des bâtiments plus hauts sont souvent exposés à des vents plus forts, ce qui peut accélérer le flux d'air autour des collecteurs solaires thermiques, ce qui réduit son efficacité. Il est également important de noter que de nombreux autres facteurs, tels que l'environnement immédiat et le microclimat, contribuent aux fluctuations observées dans la production photovoltaïque et solaire thermique. Les résultats que nous avons obtenus sont en accord avec les données de la littérature scientifique concernant l'influence de la morphologie urbaine sur le potentiel énergétique, telle que l'étude de Mohajri et ses collègues 2019, Tian Xie 2021 et Mahaya et ses collègues 2022. Et on se terminera par la conclusion. Donc, l'objectif principal de cette étude est d'approfondir la compréhension du potentiel solaire des configurations urbaines, à la facilité d'identification de configurations urbaines plus appropriées pour l'intégration de systèmes hybrides dans 3 archétypes de bâtiments résidentiels également. L'étude de corrélation entre les indicateurs de la forme urbaine et la production d'énergie solaire hybride nous a permis de confirmer notre première hypothèse de recherche, affirmant la corrélation significative entre la forme urbaine et le potentiel d'intégration des systèmes énergétiques hybrides. Les résultats de cette étude ne confirment que partiellement la seconde hypothèse de recherche, en démontrant qu'il n'existe pas de forme unique garantissant une production optimale. Il s'agit plutôt d'une combinaison de plusieurs facteurs conduisant à la meilleure configuration possible. De ce fait, en l'absence d'une configuration urbaine optimale pour la production hybride, les ensembles usés de l'intervention publique ou privée à cadre social, construits dans les années 2000, semblent être un modèle exemplaire pour le contexte spécifique de Galma. Sur la base de cette analyse, ces conclusions peuvent être appliquées à d'autres villes algériennes présentant des environnements climatiques et urbains similaires à ceux de Galma. Ces résultats ont des implications pratiques significatives pour les recommandations en matière de construction de planification qui seront intégrées dans les instruments de planification urbaine future, d'autant plus que l'Algérie est en voie de redéfinir sa politique de transition énergétique. En ce qui concerne les limites de la recherche, premièrement, d'après une étude antérieure qui se fait sur le comportement des occupants, où nous avons montré que ces derniers ont un impact très important sur la consommation énergétique des bâtiments résidentiels. Deuxièmement, dans notre étude, nous avons obtenu une différence entre la consommation réelle et la consommation estimée d'un petit écart, en raison de l'utilisation des données climatiques météonormes, qui sont des données climatiques moyennes et ne représentent pas les conditions météorologiques réelles pendant la période de mesure. Finalement, cette estime est basée sur les hypothèses de modélisation simplifiée afin d'établir un lien entre les besoins de données d'entrée, les exigences et le temps de calcul. Parmi ces limites, cette estime ne peut pas modéliser l'effet indésirable des panneaux solaires. Ce dernier projetera une ombre sur le bâtiment, réduisant ainsi ses gains solaires. En ce qui concerne les perspectives de développement, premièrement, cette étude se porte sur la corrélation entre les facteurs typomorphologiques et le potentiel hybride photovoltaïque solaire thermique. Donc il convient de noter que cette étude ouvre la porte à l'expérimentation de la morpho-énergétique via d'autres systèmes hybrides tels que les systèmes solaires éoliens ou solaires géothermiques.
Sur la base de notre expérimentation, d'autres chercheurs pourraient utiliser ce protocole méthodologique sur d'autres contextes urbains et climatiques. Finalement, cette étude a également ouvert la voie à d'autres recherches portant sur l'impact de la forme urbaine sur le potentiel énergétique en utilisant d'autres méthodes de quantification énergétique telles que les méthodes basées sur les cartes des radiations, Google Street View, l'analyse de la géométrie solaire et les cartes d'ombre. Par la suite, les recherches à venir peuvent recourir à d'autres outils tels que César, Énergie Plus, Onveba, Solène, etc. Et merci pour votre attention. Ok, merci mademoiselle. Moi, oui, madame, pardon. Merci madame. Maintenant je vais, avant de passer la parole, juste faire un point. On vous remercie pour l'exposé, malgré que c'était un peu long, mais c'est toujours ça, pour la première expérience. On vous remercie pour cet exposé qui était succinct, et on va rapidement passer la parole à vos directrices, à votre directrice de thèse et votre autre co-directrice de thèse, pour nous donner encore, c'est-à-dire tout simplement des éclaircissements et des observations ou bien des notes encore pour comprendre plus ce travail de recherche doctorale. Oui, allez-y. Allez-y, mesdames. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant toute chose, je souhaite de rendre un hommage sincère à notre estimée enseignante, professeure Louek Jamila, dont l'engagement et l'excellence ont marqué des générations d'étudiants et de chercheurs dont je fais partie. Puisse le Tout-Puissant l'accueillir en son vaste paradis, Allah yarhamha. Je tiens ensuite à exprimer ma profonde gratitude aux membres du jury pour avoir accepté d'expertiser ce travail et pour leur rigueur scientifique qui contribue à l'évolution de notre recherche. Aujourd'hui, donc, nous célébrons le parcours de Madame Harbi Ikram, une doctorante qui s'est distinguée dès sa formation en graduation, où elle était déjà majeure de sa promotion et qui, par son engagement et sa détermination, vient confirmer aujourd'hui en post-graduation la qualité et la rigueur de son travail à travers cette thèse. Son travail est couronné par une production scientifique remarquable, notamment une série de communications internationales de haut niveau. Elle a notamment été honorée du prix de la meilleure communication scientifique lors de la conférence internationale Contemporary Affairs and Architecture en Turquie dans sa 6e édition. De plus, elle a publié non pas un, mais 2 articles scientifiques, dont le plus important reste sans doute son article scientifique de classe A dans la revue réputée Energy for Sustainable Development éditée par Elsevier avec un impact factor de 4. Je reviens maintenant à la thèse de doctorat. Donc c'est une thèse qui s'inscrit dans le cadre d'un PRFU et c'est la première promotion c'est la première de cette promotion où il y avait où les sujets de thèse de doctorat sont tirés à partir des sujets proposés dans le PRFU, et c'est peut-être la raison pour laquelle le titre semble un peu manquer d'une partie. Nous n'avons pas pu toucher au titre parce que le titre est rattaché au Canva de formation doctorale, laquelle est rattachée au PRFU, donc nous n'avons pas pu toucher à ça, et peut-être que cela va se voir chez les autres doctorantes de cette promotion lorsqu'elles vont se tenir, Inch'Allah. Donc, Kimagul, c'était un sujet prédéfini par le PRFU. On s'est trouvé face à ce sujet-là, qu'on a essayé un peu de décortiquer, de comprendre et d'essayer de l'approcher de manière un peu innovante. En général, la recherche sur le volet énergétique, de manière générale, elle touche tout ce qui est lié à la consommation énergétique, au volet passif, ou le volet actif, ou les systèmes renouvelables ne viennent que lors de la phase optimisation. Les propositions de fin de thèse, il vient comme outil d'aide à l'optimisation de ces modèles, mais le sujet là, il était directement versé dans les systèmes actifs. Dès le début, notre cheval de bataille, c'était d'aborder cette thématique qui semble être très technique d'un point de vue de l'architecte urbaniste.
on ne voulait pas trop entrer dans les détails techniques des systèmes énergétiques actifs, renouvelables, et de se perdre parce que la formation terna ou les soucis terna, les préoccupations terna, nous architectes, mais même le sens mais d'exceller dans ce sens-là. Et là, nous avons décidé d'aller vers la forme urbaine et d'essayer de voir comment ces formes urbaines existantes peuvent-elles intégrer ces systèmes énergétiques, le potentiel de ces formes à les intégrer. Lesquelles? Là aussi, pour constituer notre corpus, peut-être c'était pas très clair dans la présentation, nous n'avons pas vu simple, on n'a pas pris des productions actuelles, là, nous avons essayé de faire une petite analyse historique ou historique des typologies existantes également en matière notamment de résidentiel, parce que nous avons visé le résidentiel, où nous avons 3 spécimens qui peuvent être des archétypes des modèles les plus présents dans les tissus urbains de la ville de Guelma. Nous avons ces 3 spécimens, à savoir le modèle néoclassique, plutôt le modèle planaire qui reproduit les îlots, etc., de cette période de la fin du 18e siècle, début du 19e siècle. On a aussi le modèle de la fameuse époque des grands ensembles qui s'est un peu traduite chez nous par les modèles UM. Et le 3e modèle, c'est la production actuelle qui essaie un peu de reproduire la densité ou les vertus des anciens modèles sans par autant reproduire l'îlot tel que nous le connaissons. Et on a essayé de voir quelle forme urbaine ou laquelle spécimen est le mieux adapté à intégrer ces formes d'énergie renouvelables. Aussi par rapport au choix des systèmes hybrides. Au départ, nous voulons travailler sur un système hybride photovoltaïque géothermique, vu les spécificités de Guelma, mais c'était un peu trop technique, trop compliqué, et nous sommes redressés par la suite sur ce modèle hybride photovoltaïque thermique qui s'est avéré aussi porteur de bons résultats et de bons enseignements en fin du travail. Donc, elle a également fait un travail approfondi de terrain sur la consommation énergétique, sur les données de consommation énergétique, car conscient que ce modèle qu'elle essayait d'analyser, le cheval de bataille, c'est la consommation énergétique qui devait être on devait donner des chiffres proches de la réalité. Elle a commencé au début par essayer de collecter les factures, et ça n'a pas été très fructueux vu que les gens ne donnent pas leurs factures, ils ne sont pas là, certains les ont perdues, d'autres pour des raisons, d'autres ne veulent pas montrer, même on n'a pas pu, l'approche n'a pas pu aboutir. Donc ce qu'on a pu récolter de ça, on les a confrontés avec les données récoltées de Sonalgaz. Et elle a pu effectuer ensuite la calibration de son modèle en comparant les données de simulation avec les données réelles pour essayer de réduire au maximum les incertitudes par rapport à la consommation énergétique qui demeure l'élément essentiel de son travail de terrain. Et les résultats aussi, je trouve que les résultats présentés par Ikram sont prometteurs, car ils ne se limitent pas purement à des résultats académiques, mais il incarne la volonté de rapprocher la recherche universitaire de la pratique. Trop souvent, l'université est critiquée pour son approche un peu très théorique, très empirique, où les décideurs nous disent que finalement nous avons des équations, des graphes, mais nous n'avons pas des choses pratiques. Nous avons essayé en conclusion et en interprétation des résultats de justement chaque facteur typomorphologique. Elle a essayé d'analyser lequel est le plus pertinent pour la production énergétique. Là, elle a essayé de donner des insights aux décideurs pour dire voilà les modèles les plus appropriés ou là les indicateurs typomorphologiques les plus appropriés pour intégrer les systèmes énergétiques hybrides ou là les systèmes énergétiques actifs dans la conception architecturale. C'est des résultats qui peuvent être utilisés, notamment que nous savons que l'Algérie elle est en train de promouvoir sa loi cadre
sur les énergies renouvelables. Ce sont des résultats qui peuvent être, comment dirais-je, des insights ou des résultats à présenter. Voilà, l'université, elle donne des choses pratiques, concrètes aux décideurs qui peuvent être utilisés dans les cahiers de charges, dans les outils d'urbanisme, etc. Aussi, une petite chose que je tiens à signaler, nous avons essayé de travailler à l'échelle urbaine, mais on était dans l'obligation de travailler avec des modèles réduits, dits shoebox, en raison des défis complexes qu'implique le fait de travailler la performance énergétique à l'échelle urbaine et la complexité de l'échelle urbaine, parce qu'au jour d'aujourd'hui, même les centres de recherche les plus développés à la pointe de la technologie dans le domaine HEDA travaillent avec des modèles plutôt réduits, plus complexes que celui-là, mais c'est toujours des modèles qui ne prennent pas en compte toute la complexité de l'espace urbain. Je conclurai en réitérant mes félicitations à Madame Harbi Ekram et pour son engagement, sa rigueur et son excellence scientifique. Cette thèse constitue une avancée significative et je suis convaincue qu'elle continuera à enrichir la réflexion sur la performance énergétique et l'intégration des systèmes durables dans la ville de demain. Merci. Merci Madame. Merci pour des tas d'informations et aussi pour la démarche que vous avez, je dirais, mobilisée pour ce travail de recherche doctorale. On vous remercie pour tous ces éclaircissements. Moi, je vais encore redonner la parole à la co-directrice pour encore plus, si jamais il y a plus d'informations ou bien d'orientation. Allez-y, madame. Oui, elle a tout dit. Bon, bonsoir. Bon, bonsoir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, membres du jury, aimable présence, la doctorante, bonjour. Je suis ravie et très ravie d'être présente aujourd'hui ici à l'université de Guelma. Bon, c'est pas ma première fois ici à l'université de Guelma, mais en tant que membre du jury et co-directrice d'une thèse de doctorat, oui, c'est la première. Bon, je tiens à remercier les membres du jury d'avoir accepté l'évaluation de ce travail et d'avoir accepté aussi le partage de vos connaissances et votre expérience dans le domaine d'architecture et des énergies renouvelables. Et ça va enrichir le débat et ajouter plus de valeur à ce travail. Je tiens à remercier aussi la doctorante Madame Harbi Ekram pour son sérieux, son engagement ainsi que pour la qualité de son travail qui reflète un sens scientifique remarquable. Je salue également son souci de respecter le délai fixé pour l'achèvement de cette thèse. Je la félicite aussi pour la qualité de son travail, confirmée par ses publications, notamment la publication dans une revue de classe A, du rang A, qui montre bien sûr l'importance du sujet et la valeur des résultats obtenus. Bon, le sujet traité est l'intégration des systèmes énergétiques hybrides photovoltaïques solaires et solaires thermiques dans l'espace urbain existant également pour promouvoir l'efficacité énergétique en milieu urbain. La doctorante a étudié l'influence de la forme urbaine sur le potentiel de production d'énergie solaire hybride au sein des quartiers résidentiels, en se concentrant sur l'intégration du système énergétique hybride multisource, et en analysant comment les caractéristiques typomorphologiques des tissus urbains affectent simultanément les performances de ces deux technologies. Donc, l'objectif, c'était de réduire la consommation énergétique des bâtiments urbains, notamment résidentiels, et de diminuer la dépendance aux énergies fossiles et de participer à la lutte contre le changement climatique, tout en tenant compte du contexte climatique semi-aride et des contraintes locales de l'urbanisme. Donc, la doctorante, elle propose donc une réflexion technique et urbaine sur l'intégration spatiale et fonctionnelle de ces systèmes énergétiques dans la ville avec une approche à la fois énergétique, environnementale et urbaine. Donc, le sujet est à la croisée des grands enjeux contemporains, l'urbanisation, la transition énergétique, le climat et la durabilité, et à la fois novatrice, contextuelle et opérationnelle. Donc, la spécificité et la valeur ajoutée par cette étude résident dans plusieurs
aspects. Premièrement, la focalisation géographique inédite, dont la majorité des recherches sur l'intégration des énergies renouvelables urbaines se concentrent sur l'Europe et le contexte climatique tempéré, alors que cette analyse dans un contexte mi-aride algérien, en particulier dans une ville moyenne comme Guelma, est encore peu documentée. Deuxièmement, l'approche hybride et multisource. L'étude ne se limite pas à une source d'énergie, comme le photovoltaïque seul, mais explore le système hybride photovoltaïque et thermique, offrant des avantages en termes d'optimisation de l'espace urbain et de couverture des besoins énergétiques. Troisièmement, les perspectives intégrées. Elles ne contentent pas de mesurer des performances techniques, mais chercher à évaluer l'impact global de l'intégration sur la demande énergétique urbaine. Pour l'importance de ce sujet, c'est une importance triple. Premièrement, c'est une importance scientifique. Dans cette recherche traite un thème d'actualité dans la recherche internationale, qui est la transition énergétique urbaine. Elle répond à un manque de littérature sur les villes moyennes en climat aride et elle propose une approche interdisciplinaire entre l'architecture, l'urbanisme et les énergies renouvelables. Deuxième intérêt, c'est l'intérêt pour l'Algérie. L'Algérie dépend fortement des énergies fossiles alors qu'elle dispose d'un potentiel solaire encore sous-exploité. Ce sujet accompagne des stratégies nationales comme le programme Taqana Defa en proposant des solutions concrètes adaptées au terrain. Et troisièmement, le troisième intérêt, c'est l'intérêt pour les villes. Les zones urbaines sont au cours de la consommation énergétique mondiale et de la production de gaz à effet de serre. Donc ce travail peut guider les urbanistes et les architectes vers des pratiques durables en intégrant des systèmes d'énergie propres directement dans la conception des quartiers. Pour la méthodologie, la doctorante a bien su choisir la méthodologie pertinente pour le travail. Donc sa méthodologie, c'était la modélisation énergétique urbaine. Ce choix est particulièrement pertinent pour analyser la performance énergétique à l'échelle fine, c'est-à-dire à partir des données détaillées sur les bâtiments et leur configuration spatiale, observer les interactions entre bâtiments et environnement à travers l'étude des variables comme les hauteurs, les longueurs, la largeur de la rue, etc. et appréhender l'impact global de la morphologie urbaine sur les performances des systèmes solaires hybrides. Donc, cette approche a permis de simuler différents scénarios énergétiques réalistes en intégrant des données climatiques, architecturales et urbanistiques précises. Pour les résultats de la doctorante a montré qu'il y a une corrélation significative entre la forme urbaine et la production énergétique. Donc, ma collègue Anna a tout dit. Et à la fin, je conclue par la félicitation encore une fois de la doctorante et je la souhaite une très bonne continuation dans son parcours scientifique et professionnel. Merci. Ouais, merci madame. Merci madame pour vos orientations, aussi pour les éclaircissements rapportés dans son argumentaire concernant déjà son aide dans ce travail doctoral. Moi, je vais passer maintenant la parole à notre invitée en ligne, c'est Madame Ariane Houria, professeure Madame Ariane Houria, pour nous donner surtout voilà, son avis, son expertise concernant ce travail de recherche doctorale. À vous la parole, Madame. Ravie de vous revoir et de travailler avec vous. Je suis honorée par l'insertion dans ce jury par ce binôme d'encadreurs qui ont fait aboutir cette MP30 au bout du parcours. Je devine à travers l'exposé de l'MP30 un grand sérieux, une grande préparation de son exposé. Je la félicite d'être restée dans les temps et surtout d'avoir fait aboutir son exposé de cette manière. C'était un plaisir de l'entendre et de l'écouter expliquer un petit peu tout son parcours. Alors en effet, j'ai lu attentivement le travail. Je devine que c'est quelque chose de nouveau.
Je comprends très bien que le thème est à la fois intéressant et prometteur pour concevoir des villes plus durables et résilientes. C'est une ambition pour maîtriser un panel de paramètres entre climat, environnement bâti, ressources disponibles et technologies probables, une construction avec de nombreux avantages en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'amélioration de la qualité de l'air et de création d'emplois. Je voudrais dire que le travail m'a beaucoup plu, il a été épluché dans toutes ses facettes. Si je démarre avec la problématique de l'impétrante, j'ai compris aussi qu'elle posait également des défis en termes de coûts, de complexité technique et de planification urbaine. Donc, elle soulève des préoccupations environnementales et expose les enjeux d'un concept novateur qui vise à rendre nos vies plus durables et efficaces en matière d'énergie. En effet, cela manifeste plusieurs enjeux majeurs qui sollicitent à leur tour une gestion attentive et précautionneuse. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que je ne serai pas tout à fait moi-même aujourd'hui parce que, comme vous le savez, nous avons accompagné à sa dernière demeure Madame le professeur Louag Jamila. Je suis totalement infligée, donc je ne risque pas d'être très efficace, mais je tâcherai au moins de m'appuyer sur mon rapport pour donner un peu quelques directives. C'était pour nous quelque chose, je reste encore sous le choc, mais l'engagement étant donné, il fallait bien être là pour cette soutenance. Donc je disais donc que ce travail de recherche se propose d'interroger ces systèmes énergétiques hybrides, à savoir comment ces systèmes sont-ils intégrés dans la conception urbaine et quels sont les avantages de cette approche. Et bien sûr, quels en sont les enjeux, cela dans une ville comme Guelma. Je déplore cependant pas dans le titre de sa thèse, donc il aurait peut-être fallu rajouter que c'eût été Guelma, ce qui n'apparaissait pas dans le travail de l'impétrante. Parce que Guelma est caractérisé justement par un climat particulier, une localisation distinctive. L'impétrante entend questionner la planification urbaine de la ville de Guelma. Elle manifeste l'impératif d'intégrer des technologies d'énergie renouvelable dans les processus de planification et de conception des villes. Bien sûr, le cas d'étude Guelma est considérablement révélateur d'un tel phénomène. Il est un cadre territorial très approprié sur les plans de prospective et de planification, en matière de statistiques, en matière de découpage administratif, etc. Cependant, je pense que certaines facettes ont été omises parce que la problématique était évidente pour l'impétrante. Donc elle a été présentée un peu de manière très superficielle. J'ai l'impression qu'elle aurait pu peut-être fouiller d'autres facettes encore qui manquent pour présenter un tel cas. Peut-être que parce que pour elle, elle a raisonné un peu à l'évidence. Pour elle, c'est quelque chose qui doit se comprendre inévitablement. Donc, malgré la clarté avec laquelle elle a posé la problématique, il restait quand même certains termes qui devaient apparaître. Et il y avait des informations qui étaient un peu déphasées, mais néanmoins, elle a réussi à présenter le problème de comment peut-on intégrer les systèmes énergétiques multisources dans l'espace urbain existant pour promouvoir l'efficacité énergétique en milieu urbain à Guelma. Comme l'a expliqué son encadreur, moi-même, je me disais pourquoi s'arrêter au niveau du bâtiment, pourquoi ne pas avoir étendu le problème à l'espace urbain. Je pense que la réponse m'a été donnée par son encadreur il y a quelques moments. Donc, ça aurait été peut-être, je veux dire, plus probant si l'impétrante s'était étalée sur l'espace urbain. En matière de méthodologie, l'impétrante s'est appuyée sur la modélisation énergétique urbaine, le Urban Building Energy Modeling UBEM, en tant qu'approche, où il s'agit de s'intéresser à la façon dont l'agencement des bâtiments dans un quartier affecte leur performance énergétique globale. Donc, soit examiner les interactions entre les bâtiments et leur environnement urbain pour évaluer leur impact cumulatif sur la consommation énergétique à l'échelle du quartier. En effet, le zoom sur un quartier est très révélateur de l'opération.
D'ailleurs, elle le dit si bien, notre corpus d'analyse devra être constitué de formes urbaines qui seront des archétypes représentatifs de l'évolution du résidentiel collectif dans la ville. 3 échantillons représentatifs des formes urbaines développés à Guelma. Je pense que ça c'est suffisant. Les étapes aussi étaient très claires. En première étape, la modélisation des formes urbaines importées dans City Simco, soutenue par l'AutoCAD et le SketchUp. Ensuite, le calcul de l'énergie solaire globale et incidente reçue par les enveloppes des bâtiments avec l'étalonnage du modèle choisi. Donc, l'intégration et la modélisation des technologies solaires déployées sur les toits des bâtiments examinés seront utiles pour le calcul de la production d'énergie de ces technologies solaires, nécessaire à une évaluation approfondie de leur efficacité dans la configuration urbaine choisie. Donc, ces 3 étapes, conception d'un modèle à 3 facettes, évaluation du potentiel solaire et extraction des données, avec cela, l'impétrante a su finement faire aboutir sa vision du phénomène jusqu'à choisir le type de panneau solaire à installer, à prédire les facteurs morpho-énergétiques de chaque forme urbaine afin d'analyser leur influence sur le potentiel énergétique. C'était quelque chose d'assez épatant parce que d'abord ça prenait beaucoup de temps et en plus c'était certaine variété pour laquelle véritablement, je félicite la Pétrante pour cela, parce que ce n'est pas facile de s'étendre autant sur ces détails jusqu'à parvenir à la nature même de ce qu'on va faire ultérieurement, de ce qui sera fait ultérieurement. Bon, je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps. Alors, le volet bibliographique, il est constitué de 257 orientations vers des documents divers, soit 24 thèses de doctorat, 24 sites internet, les ouvrages, les articles se rapportant soit au cadre d'études, soit à la thématique elle-même. Ils sont tous récents et souvent exposent les prises de position de mêmes auteurs en majorité. Alors là, j'ai quelque chose à dire. Je relève quand même que la candidate n'a pas su vraiment ordonner sa bibliographie. Elle n'a pas su la répartir. Et il me semble même qu'elle a omis certains auteurs qui étaient quand même pionniers dans la thématique. Au niveau de mon rapport, j'avais nommé certains urbanistes, Jean Angel, Ken, Lovins, qui étaient des pionniers de l'efficacité énergétique et de la conception bioclimatique, et qui ont largement contribué à la réflexion sur l'intégration du système énergétique dans l'architecture et même dans l'urbanisme. Alors, ces auteurs, moi, je déplore leur omission parce que, quand même, ce sont les pionniers qui ont abordé cette thématique, même si elle est nouvelle. Et il y en a même certains qui ont travaillé dans le même sens que Ikram. Et là, c'est bien dommage qu'elle ne se soit pas documentée là-dessus. Néanmoins, au niveau de l'état de l'art, il y avait quand même une matière à discuter. Il y avait une matière assez riche. Ça ne diminue en rien la qualité du travail, mais je voudrais que s'il y a certains doctorants qui sont dans l'assistance, au moins qu'ils apprennent à mettre en avant certains pionniers des thématiques qu'ils abordent. C'est toujours très important de se mettre à la page, de suivre un petit peu le côté historique de la chose, comment que la thématique s'est mise en avant-plan de la recherche scientifique. Surtout, alors, là où je suis restée perplexe, c'est l'omission de l'Agence internationale de l'énergie, qui en soi est une grosse bévue. On ne peut pas passer à côté de l'Agence internationale gouvernementale, qui est une agence qui travaille pour l'efficacité énergétique et qui a élaboré des travaux dans ce sens-là. Alors, l'AIE, en anglais c'est l'IAE, l'IEA, je ne sais plus, mais en tout cas c'est une agence qui est véritablement versée dans la thématique de l'Écran et on ne peut se permettre de l'omettre puisque elle avance certaines données, elle avance certains travaux qui peuvent être
Dans les résultats annoncés, où a une écologie dans les aménagements, dans l'opérationnalité. C'est vrai que la Pétrante les a présentés de façon très linéaire, mais en tout cas, elle a abordé chaque forme urbaine, elle l'a traitée à part, elle a pris le temps, si vous voulez, de s'attarder, comme je l'ai dit auparavant. Donc c'était un plaisir de découvrir un peu ces catégories d'habitat résidentiel avec des incidences très particulières. Mais après, on ne voit plus l'impétrante comparer tout cela. Peut-être au niveau de la conclusion, elle a dit un mot là-dessus, mais l'étude de comparaison, l'analogie, n'a pas abouti exactement ce à quoi on s'attendait. Avec des détails pareils, on aurait pu peut-être faire un tableau comparatif qui aurait été de grande utilité pour nous comme pour l'impétrante. La conclusion générale du travail, alors c'était 5 pages et demie, je crois que c'est peut-être même un peu, on va dire un peu trop, mais elle était assez concluante. Malgré que ce soit une reprise des divers chapitres, encore une fois de façon très linéaire, mais quand même elle était assez concluante. La thèse n'avait pas d'explication en amont. Cela aurait pu être précisé pour pouvoir être le maillon d'une chaîne de recherche, mais in fine, elle vous demande une question sur l'éventuelle expérimentation de la morpho-énergétique au travers d'autres systèmes hybrides, tels que les systèmes solaires, éoliens, solaires géothermiques. Donc elle a suggéré quand même cela, et elle a suggéré même la méthode possible, celle qui est basée sur les cartes d'irradiation de Google Street View, donc l'analyse de la géométrie solaire, les cartes d'ombre, etc. Donc elle nous a quand même orienté sur quelque chose d'assez fin, on va dire, d'assez correct. Arrivé à ce stade-là, moi je ne voudrais pas poser de questions. J'ai fait des remarques pour l'MP30 afin que éventuellement, quand elle sera de l'autre côté de la barrière, elle sera orientée, encadrée de façon un peu plus précise. Mais sinon, je réitère, tout comme ces encadreurs, le binôme d'encadreurs, je réitère les félicitations pour elle. C'est quand même un travail très, on va dire, un travail fashion qui est un peu dans le sens des travaux qui se font maintenant. Donc c'est un peu un travail qui est dans l'air du temps. Donc il est très intéressant, il a été mené de bout en bout avec un grand sérieux. J'ai beaucoup apprécié ses façons de présenter les méthodes, de les définir, de les expliquer. Je la remercie pour tout cela, et comme ses encadreurs, je lui souhaite une suite de parcours très riche et surtout utile pour les générations futures. Je vous remercie et je vous remercie. Oui, merci Madame. Professeur Ariane, merci pour votre fine expertise. On vous remercie énormément. Vos remarques étaient pertinentes, énormément pertinentes. Vous passez le bonjour au professeur Boucher Wagouheb, hein? N'oubliez pas, de ma part. Moi, je vais revenir. Oui, merci Madame. Je vous remercie pour vos remarques, vos observations, elles sont pertinentes. On tiendra Inch'Allah compte. Mais je vais donner la parole maintenant au professeur Al-Khama. Il va intervenir sur ce travail et nous donner son expertise aussi. Allez-y, monsieur le professeur. Allez-y. Voilà. Madame, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Peut-être là, il y a un petit bémol. Je vais m'auto-évaluer. Parce que j'ai participé dans
cette production scientifique, mais ceci n'empêche en rien de dire ou de jeter encore certains jalons pour développer, pour promouvoir ce travail-là. Donc reste toujours à dire que la pertinence et l'importance de ce travail émergent déjà depuis le titre. Car la conception urbaine optimisée par les systèmes énergétiques hybrides est fort explicite. L'intégration des systèmes énergétiques hybrides est la question dorsale de l'optimisation de la conception de l'espace urbain. Ce contexte montre l'importance de telles thématiques. Je vais dire un peu le rapport que j'ai dressé pour MP30. D'autre part, le domaine d'application choisi pour étudier cette question, à savoir le cas de l'optimisation de la conception urbaine par l'utilisation des systèmes hybrides, énergétiques hybrides, n'ont pas échappé à la règle. L'espace urbain vit des problèmes similaires à l'ensemble des projets réalisés à l'échelle internationale même. L'état de la question, qui se présente sous différentes formes, son impact sur l'usage de l'espace urbain, le comportement et le confort des usagers outdoor. Cette question devrait être abordée dans le travail comme il le doit, en intégrant le confort outdoor de l'usager. Dans la méthodologie, j'ai bien dit que via une démarche méthodologique inductive, la candidate a opté pour deux parties. Une première partie qui présente un tel référentiel théorique, méthodologique, et une deuxième partie plutôt pratique dans laquelle elle aborde son cas d'étude proprement dit en deux étapes. Premièrement, via une présentation de transition énergétique urbaine par un positionnement théorique, la candidate a évalué la genèse du design urbain, ainsi que l'appropriation de l'espace urbain selon des critères prédéfinis dans la partie théorique, et a mesuré la satisfaction des usagers avec une mesure in situ du confort thermique outdoor et de la consommation énergétique suivie d'une simulation numérique. Dans l'ensemble, le travail est cohérent. Les 6 chapitres sont traités d'une manière progressive afin d'atteindre avec précision les objectifs assignés à cette recherche et pour pouvoir enfin apporter des réponses adéquates et idoines à la problématique visée. Pour ce faire, l'MP30 s'est doté et s'est procuré d'un nombre acceptable de documents, de plans, de relevés et de cartes pour la mise en place de cette thèse de doctorat en architecture, doctorat 3e cycle LMD. Les ouvrages de spécialité semblent être satisfaisants et bien exploités dans le corps du manuscrit de la thèse, alors que les articles nouvellement publiés dans les revues de renommée établies en énergétique et l'usage de l'espace urbain apparaissent en filigrane et constituent le maillon faible de ce travail. Le nombre de thèses exploitées pour monter cette thèse reste juste au seuil de l'acceptable dans la matière de base. Pour la production d'un document scientifique de l'envergure d'un doctorat en architecture, les cartes et les rapports portant sur le cas d'étude sont bien présents et bien exploités et font apparaître l'originalité de l'investigation sur l'optimisation énergétique par l'utilisation des systèmes hybrides. Quant au résultat de cette recherche, l'approche retenue par la candidate a été faite selon 3 niveaux, donnant des résultats suivants. Un cadre de recherche, approche exploratoire à dominance théorique, et le second consiste à présenter le processus d'élaboration d'un outil d'aide à la décision pour optimiser la consommation énergétique au futur espace urbain contemporain également, plus orienté vers la pratique. Enfin, le travail s'achève par une présentation de recommandations issues de tests établis à l'aide d'un logiciel et une proposition d'un outil d'aide à la décision pour destiné aux acteurs et à la conception urbaine souhaitant apporter des transformations ou concevoir des bâtiments adaptés aux futures structures contemporaines. À l'ère du numérique, bien sûr, parce que nous sommes à la croisée des chemins maintenant, les mesures de satisfaction d'usage
L'enquête montrant qu'en général, la majorité des usagers étaient familiers à l'espace doté de systèmes de capteurs d'information par rapport aux autres espaces et qu'ils étaient satisfaits de leur espace architectural avec les outils d'intelligence artificielle. Donc les résultats sont satisfaisants avec la ressemblance à ceux déjà constatés par d'autres chercheurs internationaux, ce qui mène à des conclusions déjà vues. Donc ici, je signale un peu manque d'originalité des résultats. Dans la conclusion générale de cette recherche, l'impétrante a essayé de rendre compatibles des approches théoriques avec la production de la connaissance exploitable par les architectes. L'ambition de Mme Harbi Ikram est de développer une approche méthodologique d'évaluation avec la méthode des scénarios d'évaluation de l'usage de l'espace urbain doté de nouvelles technologies d'information et de communication par l'utilisation des systèmes experts. Donc le travail de grande qualité sur un domaine d'études transdisciplinaire fortement lié à l'actualité, la dimension d'optimisation du processus de conception urbaine par l'optimisation énergétique avec des systèmes hybrides. Dans le cadre d'investigation présentée, dans ce travail apparaît d'un grand intérêt pour l'avenir à le mixer avec la numérisation et la conception des espaces urbains qui assurent le bien-être de ses usagers. Dans les villages en général et dans la ville de Batna, de Guelma en particulier, je vais en revenir pour débattre sur le problème avec Mme Harbi Ikram, qui a su aussi rendre compatibles les approches théoriques avec la production de la connaissance exploitée dans la matière pour les ingénieurs et les architectes. Cette thèse ouvre des pistes pour des recherches à venir dans ce champ pluridisciplinaire au carrefour de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la consommation et de la communication dans la conception des espaces urbains. Donc, la publication qu'a produite cette doctorante est de valeur inestimable. Donc, elle a été publiée dans la revue Energy for Sustainable Development. Donc, cette revue est éditée par l'éditeur Elsevier. Elle est indexée dans le Scopus et elle est classée dans la catégorie A de la liste de la DGRSDT. Donc, même le contenu de cette publication s'inscrit pleinement dans le résultat partiel même de cette thèse, et elle fait partie aussi de la valorisation mondiale de cette thèse parce qu'elle est dotée d'un DOI qui la rend un peu universelle. Donc, en somme, les questions qui soulèvent ce travail sont nombreuses et pertinentes, et nous allons revenir sur une lecture critique de cette production scientifique qui est bien établie et bien structurée. Et ça ne manque de dire qu'il y a certaines carences qu'il faut les soulever pour un peu ajuster cette thèse. Je reviens sur le titre lui-même. Le titre lui-même de cette thèse reste un titre vague et qui ne spécifie pas dans ces lignes le cas d'études comme il a été soulevé. Peut-être ici, la directrice de thèse a été un peu pertinente et a voulu nous démontrer qu'elle a voulu s'inscrire dans le titre comme il a été préétabli dans le projet PRFI dont je le préside moi-même. Donc là, il y a un problème, peut-être il faut le régler par une petite recommandation à la fin, peut-être dans l'annexe 6 pour donner plus de précision sur ce titre-là et faire sortir un peu le cas d'étude parce que je reste un peu sur ma faim. Est-ce que le cas d'étude traitera de l'espace urbain de Guelma ou des cas d'études, 3 cas d'études comme il a été présenté. Donc il faut qu'on discute de ce cas-là pour faire sortir un titre adéquat dans la thèse finale qui va être versée dans la bibliothèque universelle numérique. Donc là, il y a une question à... Et je reviens un peu sur la structure de la thèse, en allant vers... Parce qu'en lisant le titre en général, regardez-moi, que je lis que c'est la conception urbaine optimisée qui est la variable dépendante. Ici, la thèse tourne autour, d'après le titre, tourne autour de la conception urbaine optimisée par les systèmes énergétiques hybrides. Alors qu'en revenant sur la structure de la thèse, je trouve que le chapitre 1 traite d'autre chose. Il ne traite pas de la variable dépendante,
en allant vers le titre, pardon, vers la structure, je trouve que le chapitre 1, qui doit représenter un des concepts clés de cette recherche, qui est la conception urbaine, il parle de la transition urbaine, et de la transition énergétique urbaine. Transition énergétique. Donc là, il y a peut-être une petite... c'est-à-dire qu'un élément, c'est-à-dire ambigu, peut-être qu'on revient un peu sur la conception urbaine au lieu de la transition énergétique. Donc ça m'a permis peut-être de dire qu'il faut peut-être recorriger le titre de ce chapitre-là, ou de trouver une solution. Donc c'est le deuxième chapitre qui parle du design, élément de conceptualisation. C'est là peut-être que ce titre est synonyme à la première variable dépendante de la thèse, qui est la conception urbaine. Parce que le design veut dire conception urbaine. Voilà, peut-être il faut peut-être revoir ces choses-là. Et dans le troisième chapitre, il parle de l'état de l'art. Ça, on ne peut pas parler de ça, parce que c'est aussi un point, c'est l'épine dorsale de la thèse. Je vous félicite pour ça, parce que vous avez mis en exergue toutes les productions scientifiques avec une lecture critique et un positionnement épistémologique en matière de lecture qui rend un peu cette thèse une thèse qui se défend par ce chapitre 3 qui essaie de faire sortir les différentes productions scientifiques avec un état de l'art bien précis et un positionnement épistémologique le plus important qui a donné à l'impétrante à faire monter un modèle d'analyse heuristique qui lui a permis de s'investir après dans la thèse. Alors que le chapitre 4, je reviens sur le chapitre 4, c'est très important de présenter le case study, le cas d'étude dans la thèse, parce que c'est là aussi, on appelle ça le point nodal entre la connaissance préétablie et la connaissance déjà produite en matière du thème et l'observation sur laquelle vous êtes basé pour produire cette thèse. Mais j'ai une petite remarque là-dedans seulement. Présenter le cas d'étude, c'est de présenter sous l'angle de la thématique. C'est sous l'angle des problèmes énergétiques qu'est en train de vivre Guelma et tracer la genèse de la forme urbaine et est-ce qu'elle a été adaptée et quels sont les paramètres qui participent à la création ou à la réalisation d'un confort dans l'espace urbain, parce que jusqu'à maintenant je qualifie que cette thèse est de l'espace urbain. Et il y a d'autres paramètres géoclimatiques qui rentrent en jeu, qui ont été laissés en filigrane. Parce que nous savons bien que le bassin de Sibous, et particulièrement le continuum de Guelma, est caractérisé par un élément très important. C'est cette énergie géothermique qui rend cet espace un peu particulier par rapport aux autres espaces. C'est le parent pauvre de cette présentation du cas d'étude. On n'a pas traité de ce phénomène-là qui reste un phénomène de base. Parce que les établissements humains du bassin de Sibous souffrent de cette chaleur excessive, notamment dans la saison estivale. Donc ça, peut-être dans les recherches futures, parce que vous venez de vous spécialiser dans la projection énergétique, notamment passive, parce que vous parlez du solaire. Ici, il faut maintenant compiler le solaire avec le contextuel qui est cette énergie, ce qu'on appelle la géothermie. Et si je donne un petit exemple sur la géothermie locale, les amandiers fleurissent avant les autres amandiers du territoire rosé. Et vous avez remarqué ça. Surtout les amandiers fleurissent avant, un mois en plus. Ça, c'est dû à une certaine chaleur dégagée par le sol. Et ça influe un peu l'espace urbain. Donc c'est là qui rend un peu cette recherche spécifique, contextualité, qu'il faut, dans le cas d'étude, faire sortir, dire que voilà, l'espace urbain, il repose sur une grande énergie, masse d'énergie géothermique qui participe à réussir. Parce que généralement, et je le dis fort, à Guelma, dans la période hivernale, on n'a pas besoin beaucoup de chauffage. On est en période hivernale, on n'a pas besoin beaucoup de chauffage. Mais dans la période estivale, on a besoin beaucoup de rafraîchissement. Voilà qui nous renvoie à penser à comment utiliser cette énergie passive. C'est le soleil qui va participer
à agrémenter ou à désagrémenter, conjuguée à cette énergie, énergie géothermique. Donc voilà comment il faut peut-être revoir les choses dans la recherche future, surtout dans notre laboratoire qu'on va établir, peut-être on va développer un axe spécifique des programmes de recherche dans ce sens-là, et peut-être vous serez un jeune chercheur qui va s'intéresser à ce phénomène, à développer comment donc conjuguer ces deux énergies, énergie solaire et énergie géothermique, pour un peu parler de la production énergétique passive dans l'espace de Guelma. Donc, ce sont là les questions que je pose pour rendre un peu cette thèse plus épurée. Donc, si je vais sur le chapitre 5, le chapitre 5 qui a été présenté sous la forme, disons, générative, Imrad, c'est bien. Mais il me paraît que aussi il faut justifier le choix des outils de recherche en fonction des les outils de recherche mobilisés en fonction des caractéristiques spécifiques de notre cas d'étude. D'accord. J'ai bien aimé que s'il y a un autre élément qui peut être ajouté ici, c'est l'utilisation d'un logiciel bien approprié qui c'est Envimet. Il reste un peu en filigrane. Je vous félicite sur le chapitre 6 avec sa structure et les résultats. Vous n'avez laissé aucune brèche à un autre pour, c'est-à-dire accéder à vous critiquer parce que les résultats sont des résultats fiables et probants. Et je vous félicite sur ça encore une fois. Et sans tarder, peut-être je rends la parole à Monsieur le Président pour ne pas perturber les félicitations établies auparavant. Merci, Monsieur le Professeur Ankama, pour son intervention, pour aussi son expertise assez pointue concernant ce travail, parce qu'il a fait partie de l'ensemble et il est presque responsable du labo, le futur labo, c'est important, il faut le dire. Je vais aussi passer la parole à Madame Jouet, pour Dr Jouet, pour ça aussi nous donner quelques points de vue concernant son expertise. Allez-y. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Merci Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être parmi ce jury talentueux pour participer à l'évaluation et à la discussion de ce travail présenté par la candidate Harbi Ekram et encadré par mes chers collègues Dr Salah Salhana et Dr Raz Halima. La candidate Harbi a donné l'exemple comme la première doctorante qui a finalisé sa thèse dans 3 ans avec une publication LCVR de classe A. Un point très positif et marquant pour elle. Aussi, j'avoue que je suis très satisfaite de la qualité de la mise en forme et la rédaction du document écrit. Donc, ce travail apporte un éclairage nouveau sur l'interaction forme urbaine-système énergétique hybride par la modélisation énergétique urbaine pour déterminer à la fois l'impact de cette forme sur la capacité de la production d'énergie solaire hybride au niveau des quartiers résidentiels et aussi fournir des recommandations pour orienter la planification de la forme urbaine en Algérie dans le contexte de la transition énergétique envisagée à l'horizon 2030. D'autre part, le domaine d'application choisi pour étudier cette question, à savoir celui des quartiers résidentiels de la ville de Guelma, formant la partie spatiale la plus importante par sa superficie, sa densité urbaine, sa forme urbaine, ainsi que par sa consommation énergétique, vient donner davantage et d'importance à cette recherche. La démarche méthodologique adoptée par l'MP30 se compose de 2 parties complémentaires. Une première partie qui se présente telle un référentiel théorique et méthodologique, et une deuxième partie plutôt pratique, dans laquelle elle aborde son cas d'étude proprement dit en 2 étapes. Premièrement, via une approche historique où la candidate a utilisé 2 outils, le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Guelma, la photographie pour déterminer le corpus d'études. À mon avis, le travail est fondé sur une analyse morphologique pour construire le corpus d'études, autrement dit choisir les spécimens, mais en réalité elle est remplacée par une analyse historique, sachant qu'il y a un bon fondement théorique sur la forme urbaine et l'approche morphologique. Une autre remarque, pourquoi vous n'avez pas utilisé la consommation énergétique comme critère de sélection des spécimens?
Vous avez réalisé une pré-enquête auprès des usagers. Pourquoi vous n'avez pas inséré l'aspect humain dans ce travail en développant une section sur les raisons de cette consommation énergétique différente et élevée? Un autre facteur très important qui est le microclimat, il n'est pas le même dans les trois cas choisis, le confort thermique, la température de l'air intérieur, etc., utilisés dans les équations. Est-ce que vous l'avez mesuré? Les données climatiques, est-ce que vous avez mesuré les données climatiques, etc. L'approche numérique vient comme seconde étape pour examiner l'influence des indicateurs de la perturbation de la production d'énergie solaire et hybride. À mon avis, cette section a été validée par l'article. Une autre remarque sur la prise en considération de l'environnement urbain dans le travail. Dans tout le travail. Dans l'ensemble, le travail est cohérent. Les 6 chapitres sont traités d'une manière progressive afin d'atteindre avec précision les objectifs assignés à cette recherche et pour pouvoir enfin apporter des réponses adéquates à la problématique visée. Pour les sources, la doctorante a utilisé un nombre acceptable de références bibliographiques pour la réalisation de cette thèse de doctorat en architecture. Les articles scientifiques semblent être satisfaisants et bien exploités dans le corps du manuscrit de la thèse, tout en faisant référence à des articles récents. Les résultats sont satisfaisants et intéressants, avec, à mon avis, il est important de classer les facteurs typomorphologiques selon leur degré d'influence sur la consommation du système énergétique choisi. En conclusion, travail scientifique concluant, en traitant avec détail les paramètres du sujet de la thèse, les facteurs sélectionnés par la doctorante. Donc les résultats sont toujours satisfaisants. Pour la publication, le contenu de la publication s'inscrit dans le contexte de la thèse. Elle était publiée dans une revue classée classe A, LCBR. En conclusion, je termine par la félicitation de l'FP30 et je considère que les qualités de ce travail justifient amplement sa présentation comme thèse de doctorat à l'Université de mai 1945 dans la spécialité architecture et projet urbain. Merci, Monsieur le Président. Ouais, merci, Madame. Merci, Docteur. Ouais, je vous remercie pour votre intervention, votre aussi expérience. Je vais revenir sur ce travail. J'aimerais bien avoir en image là, si c'est possible, le titre. Le titre. Parce que je vais revenir sur le titre, c'est tout le titre. Le travail, votre travail, oui, d'après tous les membres du jury, c'est un travail très satisfaisant concernant surtout la connaissance des Kenya en matière, je dirais, d'emprunt, en matière aussi de théorie, en matière aussi d'expérimentation, c'est-à-dire que votre cas d'étude diagnostique de la performance, surtout cas d'étude concernant les états au niveau des 3 cas d'études. Les étudiants, c'est important. Aussi, on est la méthode utilisée, que je reviens tout à l'heure sur la méthode. Je vais revenir sur le titre le plus important qui me touche énormément et qui est, je ne sais pas, ça c'est concernant la démarche, tout le travail, tout le manuscrit, sa rédaction, même ça, je suis, moi en tant qu'expert aussi, je suis satisfait. Je reste aussi indécis sur le titre intitulé. Si vous me permettez, Monsieur le Président, là-dedans, peut-être que j'assume ma responsabilité. Pardon, vous l'avez compris. Là, je ne peux pas dire cas d'études. Non, mais je dis cas d'études. Parce que j'ai insisté personnellement que le titre vous donne parce que je l'ai inscrit. Il n'y a pas de problème. يقول انا جي انسيستي لو تروز ستوديون هذه وقلكم وبعدها قلت لهم لو تيتر كيما جي انسكريت سي بور سا كو دي تيليفزيون تخاف تحط لو انregistrement du titre. Il n'y a pas de problème. Le fond, ça c'est pour votre. Ah ouais, si, réajustement à l'œuvre droit, surtout en phase finale. Moi je vais revenir sur حاجة qui est fondamentale. حاجة qui est méthodologie fondamentale. Je reviens, s'il vous plaît. Ça c'est
ça c'est pour surtout votre expérience prochainement post-doc. Je vais revenir sur le titre. Je vais revenir sur la désignation du titre. Je reviens, ça c'est pour, pas maintenant. Maintenant il va être, le titre va être encore reformulé, ajouté, je dirais, réajusté. Le titre va être réajusté en fonction de notre je dirais, le groupe Kamel, mais je vais revenir sur le fond, le titre. Si j'ai bien compris la conception urbaine optimisée par les systèmes énergétiques hybrides, l'effet est effecteur. L'effet, c'est la conception urbaine optimisée. L'effecteur, celui qui, logiquement, qui va nous donner ce résultat. Ce sont les systèmes énergétiques hybrides. Mais réellement, ce qu'on cherche dans l'habitat résidentiel à l'intérieur et le souci réel, ça c'est post-doctoral, la réflexion à le titre, les titres et s'esquissent en fonction du développement de la recherche. On revient à chaque fois le titre, on essaye de le modeler, et on peut faire la fin, arrêter un titre. Parce que le titre, ou la dernière épisode, logiquement, du cycle de développement de la thèse. C'est le titre. Je reviens sur la conception urbaine optimisée. Ce n'est pas la conception urbaine. Ça, c'est post-doctoral, je ne parle pas de maintenant. Ça y est, le tir est tiré. Ce n'est pas la conception urbaine, les systèmes énergétiques hybrides qui vont l'optimiser. Optimiser, c'est la consommation énergétique à l'intérieur des résidences. Parce que là où le souci, c'est la consommation énergétique. Vous allez encore, je dirais, vous investir dans, soit dans l'état des lieux, les factures, le plus important c'est quoi? C'est la consommation énergétique optimisée et non pas la conception urbaine. Parce que aucun effet des systèmes énergétiques hybrides vont améliorer la conception urbaine. Ils vont apporter des correctifs. Optimiser, quelque part, il faut aller, parce que l'objet recherché, c'est quoi? C'est la consommation énergétique. Maintenant, comme support, c'est quoi? C'est la conception de l'habitat résidentiel que vous avez choisi. Parce qu'une conception urbaine optimisée, c'est l'extérieur et l'intérieur. Et là, ce n'est pas le cas. C'est l'habitat résidentiel qui va être, entre parenthèses, ça. Alors, je dis ça. Parce que votre travail s'intéresse à quoi, en fin de compte? À la consommation énergétique. C'est le plus important. Dans les bâtiments, dans l'habitat résidentiel. C'est dans ce sens. Moi, je vais revenir aussi, toujours, sur quelques concepts. Si jamais vous démarrez au départ un thème avec des concepts, il faut rester dans les mêmes concepts. À chaque ça, on a un habitat résidentiel, ça, on a par exemple, typologie résidentielle à Guelma. Tout à l'heure, l'exposé. Typologie résidentielle à Guelma. Typologie résidentielle. De préférence, parce que c'est sûr rapide, diaporama et tout, de préférence, il faut aller plus encore au concept. Typologie des habitats résidentiels, ou bien des logements résidentiels à Guelma. Il faut aller tout loin, parce que typologie résidentielle, ça reste toujours vague. J'irai au même remarque des Cheikh Alain comme ça, pour rétablir un peu qui ne démarre pas un concept, il faut le garder, il ne faut pas sortir de ces concepts, il faut rester dans ce cadre, les concepts. Moi, je vais revenir aussi sur quelques cas, sur la structure de la thèse
Et la méthodologie, structure de thèse, c'est une méthodologie d'approche. C'est tous les doctorants, ils diront tous les doctorants, ils diront les mêmes, directement, ils nous définissent les chapitres. Et la littérature dans les chapitres, comment c'est fait, la méthodologie comme là. C'est important, certes, mais il nous faut un schéma de la structure de la thèse. Là, le schéma n'est pas balancé ailleurs, qui est la méthodologie d'approche. De préférence, il faut extrapoler le schéma de la méthodologie d'approche, en utilisant c'était diagnostic sur l'état des lieux, son gaz, après les simulations à travers les différentes variables céticimes et tout. Donc, de préférence, tout ce schéma, il faut le balancer sur la structure de la thèse, comme ça on comprend le processus. Parce que, pour moi, l'essence de votre démarche, c'est ce schéma qui explique tout le processus de développement de la thèse et qu'il fallait le rabattre, oui, pour la méthodologie d'approche au départ. Parce qu'on peut aller directement au schéma, on essaie de trouver les interconnexions, les relations et tout, et là on comprend rapidement déjà le processus de développement de votre thèse. C'est des lectures, surtout parce que le manuscrit est destiné au lecteur. Il n'est pas destiné aux différents lecteurs, et qui fait que quelque part on peut balancer, parce que vers le côté de l'étude réelle, expérimentale sur site, là où on doit faire la démarche à adopter, mais on peut au départ déjà faire un rappel sur la structure de la thèse en extrapolant ce schéma. Il est important. Il est important de le... Moi, je vais revenir aussi sur quelques points. Je dirais que c'est des points d'ordre. Ce n'est pas des points de remarques de fond ou la c'est des points où le doctorant, elle n'est pas la seule. Beaucoup presque ils font la même la démarche. Ils gardent, je dirais, je ne sais pas, ils gardent la partie expérimentale. Ils gardent ça pour la partie expérimentale alors qu'elle est fondamentale. Au départ, déjà, on peut l'annoncer, cette démarche. Au départ, on essaye de comprendre réellement son souci. Parce que le développement des différents chapitres, c'est classique. Tout le monde le fait. C'est académique et classique. Le contenu, certes, il est différent. Votre contenu par rapport à notre travail. Mais les mêmes phases sont classiques. On aimerait bien la démarche comme spécifique à l'auteur, spécifique au doctorant. Et ça, c'est important de l'extrapoler. Moi, je vais revenir sur, tout à l'heure, notre cher professeur aussi a parlé de la spécificité de Guelma, la géothermie, spécificité de Guelma. Le problème qu'on a, il n'y a pas que Guelma, pas que au plateau aussi. Les villes au Guelma, c'est plus important, mais ailleurs aussi, les villes semi-arides, on a ce problème. En Algérie, on n'a pas le même climat européen. Sauf le sud, sauf le nord. Ce n'est pas le même climat. Et qui veut dire qu'il y a des spécificités propres à l'Algérie. Propres à spécificité. C'est BIM, ou l'utilisation de ces logiciels. Est-ce que vraiment, il y a des fenêtres, il y a d'autres critères, d'autres paramètres qui peuvent, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des paramètres, le même logiciel, qui peuvent il dit on a plus encore les pays qui sont les pays du sud. Exemple le plus simple, des facteurs spécifiques, qui m'a la géothermie, c'est des paramètres importants. C'est post-doctoral, je ne parle pas de maintenant. Pour dire que quelque part, il y a toutes les thèses, on peut avoir fixé sur 4 critères, 3 critères, qui sont la hauteur, plus, je ne sais pas, matériaux de construction, texture, implantation, orientation, chacun il dit des critères. Il y a un travail qui a été fait sous ma direction. Oui. Là, je dirais ça, c'est important. Là, je dirais ça parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de critères. Il faut qu'il y ait le choix des critères. Le choix des critères, pourquoi vous avez opté pour 4 à 5 critères. C'est important. Nous sur la forme du document, s'il vous plaît. La forme du document. C'est important, académique.
C'est important, je dirais. Pas de quadrillage, les feuilles. La feuille blanche, le document est indé, fait un cadrage. Il faut éviter. On est en processing de ce problème. C'est important. Ça y va de quoi? Ça y va de la souveraineté de l'université. C'est des formations doctorales, de haut niveau, et qui fait que le cadrage, les canons, le sillage, c'est la rédaction de documents scientifiques. Deuxième observation concernant la forme du document. Deuxième information. J'ai vu aussi, toujours au niveau du document, je reviens rapidement parce que je ne parle pas cette orientation. Tiens, je reviens sur les références. Madame Ariane, professeur Ariane, a fait une note importante concernant une classification, soit carrément le sillage, c'est une rédaction en Word, et quelles sont les références, soit par alphabet, soit par Hajjimaka, on rentre avec logiquement une classification. On est un document scientifique académique. La classification est importante. Deuxième chose pour les références. Et là, c'est un problème que je vais poser. Un problème sur les travaux déjà entamés auparavant. Vous prêtez, je dirais, les travaux antérieurs, avant ce travail. Et je ferai le point, par respect. Il y a 2 travaux de doctorat qui ont été soutenus en 2021 et 2024, sous ma direction. Énormément. Le travail sous ma direction, on a allé dans le sens de référence. La thèse de Ben Salah Soufiane, لازم تحط en référence. Si, là c'était l'article, je pense. L'article. Les deux. Il y a un autre. Khalfa Imad. Je ne sais pas, je dis ça parce que c'est important. Pour l'université de Guelma, c'est l'éligibilité c'est important aussi. C'est important concernant cela. C'est important parce que qu'il n'a qu'un document où nous sommes les références, où nous sommes quelque part blessés. Nos confrères, c'est nos doctorants. Et c'est un relais, le partage de connaissances. On doit passer le relais à chaque fois. C'est toute une chaîne qui va travailler tout ça et c'est important de les avoir. Je vous remercie pour ton travail de recherche. Je vous remercie énormément pour les efforts aussi que vous avez pour la démarche. Je remercie énormément vos directrices de recherche, votre aussi professeur Al-Khama Jamal pour son appui à Ouish Kimaka et l'appui de Ben Salah Soufiane aussi. Merci Madame, je dirais Harbi. Oui. Merci Madame Harbi pour votre compréhension, votre patience. Hein? Et on va sortir pour délibérer. Ah d'accord. Oui. Je m'excuse Madame. On vous donne la parole pour vous donner quelques explications, quelques orientations concernant votre travail et on arrêtera. Allez-y Madame. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le Président et les membres du jury pour ces commentaires et ces directives précieuses, notamment dans la forme, qu'aussi dans le fond, à l'image de la méthodologie et autres. Ces commentaires nous a permis d'ouvrir notre perspective et on va prendre en considération afin d'améliorer notre travail. Donc j'ai un petit éclaircissement concernant le modèle réduit que nous avons déjà parlé. Donc effectivement, j'ai mentionné dans le deuxième chapitre que la morphologie urbaine est composée de 4 systèmes: la morphologie bâtie, la morphologie vierge, la morphologie parcellaire et les espaces libres. Tandis que dans notre investigation, nous avons choisi que la morphologie bâtie, et cela est dû à plusieurs raisons.
et que les outils de modélisation énergétique en milieu urbain ou bien les EBUM sont présentés plusieurs limites. Parmi ces limites, et qu'elles ne peuvent pas présenter ni la morphologie VR, ni la morphologie parcellaire, tandis qu'elles adoptent la morphologie bâtie. Aussi, concernant le choix des spécimens d'études, notre choix se porte sur plusieurs paramètres. Parmi ces derniers, qui a des critères principaux qui se portent sur la morphologie urbaine, il y a aussi d'autres critères. Parmi ces derniers, c'est la consommation énergétique. Donc, on a pris la consommation comme un critère aussi clé dans notre choix de sélection. C'est le plus important. Et merci pour votre attention. Oui, merci Madame Harbi. Merci pour vos éclaircissements encore sur ce thème de recherche. On vous remercie. Oui, restez en contact là, parce qu'on va délibérer. Madame Ariane. Oui, oui, restez avec nous parce qu'on va délibérer. On va délibérer juste dans 5 minutes. Oui, d'accord. Un téléphone, oui, ok, madame. Salam alaikum. Donc, après, je dirais, l'exposé de la doctorante de son travail de recherche doctorale, les membres du jury ont, à unanimité, octroyé à Harbi Ikram le diplôme de doctorat 3e cycle LMD avec mention très honorable. Félicitations.